L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat. Très belle année à tous. Bonjour Mickaël Zamès. Bonjour Anne-Laure et bonne année. Et bonne année. Et bonjour Geoffroy Didier. Bonjour et bonne année aussi à vous. Alors Geoffroy Didier, vous êtes donc secrétaire national de l'UMP, conseiller régional d'Île-de-France et cofondateur de la droite forte, la motion, qui est arrivée en tête aux élections du 18 novembre dernier. On y reviendra bien sûr. Mais d'abord l'actualité immédiate, c'est cette nuit un accord aux États-Unis entre les Républicains et les démocrates à la Chambre des représentants qui évite finalement une cure d'austérité sans précédent. Et à la clé, il y a des hausses d'impôts pour les plus riches. Est-ce que finalement ce n'est pas la voie inévitable aujourd'hui? Je ne suis pas contre le fait qu'il existe des hausses d'impôts pour les plus riches, mais regardez quand même la différence entre ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un accord, et la France, où en fait il y a une obsession fiscale de la part du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Le taux confiscatoire pour les plus riches de 75% a été retoqué, et malgré cela, François Hollande a décidé, d'ailleurs lors de ses vœux, de revenir sur ces 75%. Donc il y a une obsession fiscale de la part du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et d'ailleurs, qui s'adresse aux plus riches, comme elle s'adresse aux classes populaires. Regardez tous les impôts qui augmentent. L'impôt sur les revenus augmente pour 16 millions de nos concitoyens. Pour 7,5 millions des retraités, il va y avoir une nouvelle taxe de 0,3% des pensions de retraite. Et il y a une taxation nouvelle des heures supplémentaires qui étaient jusqu'ici exonérées fiscalement grâce à l'action de Nicolas Sarkozy. Dans une situation de crise, est-ce que tout le monde... pour les plus riches ou que ce soit pour les classes populaires, effectivement, François Hollande nous avait promis le changement, c'est maintenant. Eh bien, le changement a lieu, mais à mon avis, ce n'est pas celui que les Français attendaient ni espéraient. Geoffroy Didier, vous êtes d'accord avec, par exemple, avec Barack Obama quand il dit que les plus riches doivent payer, quand François Hollande aussi, en période de crise, tout le monde doit se serrer les coudes. Je trouve que vous avez beaucoup d'audace en ce deuxième jour de l'année 2013 pour comparer Barack Obama et François Hollande. Ce n'est pas le même charisme et ce n'est pas le même gabarit. Et surtout, ce n'est pas la même action politique. Et je n'estime pas que Barack Obama a l'obsession fiscale qui est celle qui anime le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et l'action de François Hollande. 75%, c'est un taux totalement confiscatoire. Et c'est en plus un taux qui amène à une inconstitutionnalité, puisque en plus ils s'y sont très mal pris, ils ont fait ça avec un certain amateurisme, puisqu'ils ont violé un principe constitutionnel qui est celui de l'égalité devant la charge publique. Geoffroy Didier, pour 2013, vous êtes plutôt sur la version François Hollande optimiste ou réaliste Angela Merkel? Je veux être optimiste par volontarisme, mais en même temps il faut être lucide. Et ce que je reproche à François Hollande, c'est que le jour de ses vœux, lorsqu'il a adressé ses vœux aux Français, ce qui est bien normal et ce qui est bien républicain, il n'a pas fait preuve de cette lucidité. Lorsque vous voyez que l'INSEE prévoit un taux de croissance de 0,1% pour les 2 prochains trimestres, alors que le gouvernement reste, lui, campé sur sa prévision de 0,8%. Lorsque vous voyez que, effectivement, beaucoup d'instituts de conjoncture, que beaucoup d'institutions financières considèrent que nous n'arriverons pas à l'objectif de réduction des déficits. Est-ce qu'il ne faut pas redonner confiance finalement aux Français en cette période de crise? Mais il ne faut pas non plus se gargariser de mots. Il ne suffit pas d'avoir l'ivresse des mots. Il faut ensuite prendre en compte la dureté des faits. C'est quoi, et la dureté des faits, elle est là pour les Français. Je ne dis pas que c'est un optimisme béat parce que je ne veux pas utiliser ces mots. Et il faut prendre de bonnes résolutions pour 2013, donc il faut prendre les résolutions d'un langage mesuré. Mais quand même, ce ne sont pas des vœux lucides, ce sont des vœux qui sont peut-être volontaristes, et ça appartient à tout responsable public d'être volontariste, mais qui n'ont pas fait preuve de lucidité. En tout cas, quand François Hollande met l'accent sur la compétitivité, avec certes une solidarité, mais qui parle d'abord des patrons avant de parler des salariés, est-ce que finalement il n'y a pas des axes qui peuvent vous convenir, sur lesquels vous pouvez trouver un point d'accord? La compétitivité, parlons-en. Le mot compétitivité, il faut quand même bien se souvenir de ce qui s'est passé en 2012. Le mot compétitivité n'apparaissait même pas dans les 60 ans. Oui, mais si aujourd'hui il apparaît. Oui, mais quand même, pour vous montrer à quel point la politique économique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault manque de cap, manque de vision, manque de stratégie et tire sans cesse à hu et à dia. Le mot compétitivité n'apparaissait pas dans les 60 engagements de François Hollande. Et le 16 mai dernier, Pierre Moscovici, quand même le ministre de l'économie, expliquait dans un journal du soir, pour ne pas le nommer, que le coût du travail n'est pas le principal problème de l'économie. Mais regardons vers l'avenir. Là, ils ont saisi ce problème à bras-le-corps. Justement, ils ont saisi ce problème à bras-le-corps, mais précisément, prenons le fameux ou le prétendu choc de compétitivité. 20 milliards d'euros. Mais il va falloir qu'il nous explique, Jean-Marc Ayrault, comment il les finance. Et
savez-vous que sur les 20 milliards d'euros, il est prévu que 10 milliards d'euros soient financés par une baisse des dépenses de l'État. Mais pouvez-vous me dire, ce matin, vous deux qui êtes sur ce plateau avec moi, où sont les baisses de dépenses de l'État? Où sont ces économies budgétaires? Je ne les vois pas. Et aucune personne de la... Elles sont annoncées, précisément. Elles sont annoncées, j'ai même envie de vous dire, elles sont affichées. Mais elles ne sont jamais démontrées, elles ne sont jamais prouvées, elles ne sont jamais mises en œuvre. Ça fait 8 mois que François Hollande est président de la République. Il n'y a pas eu de baisse de dépenses de l'État, à part le fait que François Hollande a décidé de prendre le train plutôt que de prendre l'avion, encore que finalement, l'avion commandé par Nicolas Sarkozy, finalement, lui va assez bien. Dans les ministères, par exemple. Mais lesquels? Dites-moi concrètement. Moi j'ai vu Manuel Valls face à un débat avec Marine Le Pen. David Pujadas l'a interrogé sur les baisses de dépenses au sein du ministère de l'Intérieur. Il était incapable de répondre. Et je vous mets au défi d'interroger chacun de vos ministres pour savoir quelles sont les baisses de dépenses de l'État dans leurs administrations. Une résolution pour 2013. Mais exactement. Alors que Nicolas Sarkozy, lorsque Nicolas Sarkozy était chef de l'État, il y a eu la révision générale des politiques publiques, il y a eu des réformes structurelles comme le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Là, on a décidé d'embaucher les fonctionnaires. Donc comment voulez-vous faire de la compétitivité? Comment voulez-vous être plus efficace structurellement si précisément vous ne mettez pas en œuvre et en forme des réformes structurelles, comme par exemple le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Là, ils ont décidé d'embaucher des fonctionnaires. Geoffroy Didier, vous parliez de Manuel Valls, je voudrais qu'on s'arrête une seconde. Hier soir, il a tenu une conférence de presse pour annoncer le chiffre des voitures qui ont brûlé pendant le Nouvel An. Vous étiez très proche de Brice Hortefeux au moment où il était ministre de l'Intérieur, c'était en 2009. Il avait dit « Je ne veux pas d'un championnat de France de voitures volées ». Les voitures brûlées, pardon. Est-ce que Manuel Valls a participé à ce championnat de France hier en annonçant ces chiffres? Brice Hortefeux avait eu 1000 fois raison, effectivement, en considérant que donner le nombre de voitures brûlées, c'était permettre aux vandales des cités de s'inscrire dans un palmarès qui est malheureusement un palmarès bien français. C'est d'ailleurs un peu inexpliqué, mais en tout cas, c'est la réalité. Alors, Manuel Valls, qui a décidé effectivement de changer pour changer. Lui dit, moi je dis la vérité, je suis clair avec les Français. Oui, on va tout dire, mais j'ai envie de lui dire surtout faites, agissez. Parce que la vraie flambée, c'est pas seulement celle des voitures, c'est celle de la délinquance en général. Lorsque vous voyez qu'au mois de novembre dernier, ça fait quand même plus de 6 mois que Manuel Valls est au pouvoir, et qu'il est installé place Beauvau, et qu'il est chargé de la protection des Français. Lorsque vous voyez qu'au mois de novembre, la délinquance globale a augmenté de 5%, que les violences aux personnes physiques ont augmenté de 5%, que les atteintes aux biens ont augmenté de 7%. Moi, je veux bien que Manuel Valls nous dise des choses, on agira mieux, on va faire la transparence. Mais concrètement, où sont les faits? Où sont les premiers résultats? Ils ne sont pas là. Donc moi, je veux bien qu'on parle des voitures brûlées, mais ce que je déplore surtout, c'est la flambée de la délinquance depuis que François Hollande a été élu président de la République. Il reste populaire, mais ce n'est pas une question de popularité. C'est une question d'action, c'est une question de résultat. Geoffroy Didier, autre thème de l'actualité, c'est dans Le Parisien, vous l'avez sans doute vu, Ziad Takieddine qui explique au juge Van Rubeck qu'il est en mesure de produire des preuves du financement par la Libye et notamment par Kadhafi, de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites solennellement, il ment ? Ah non, je ne me permettrai pas de parler solennellement sur des dossiers qui ne me concernent pas et qui d'ailleurs ne semblent pas non plus concerner Nicolas Sarkozy, puisque tout le monde attendait une mise en examen sur un autre dossier de Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas eu lieu. Donc je crois qu'il faut laisser la justice faire sereinement son travail, si elle doit faire un travail, et surtout ne pas ajouter de commentaires inutiles à des commentaires de protagonistes que je ne connais pas. Et Nicolas Sarkozy, 2013, vous pensez que c'est l'année où vous souhaitez en tout cas que ce soit l'année de son retour? Vous voulez qu'il parle? En tout cas, je ne souhaite pas parler à sa place. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que je veux respecter sa volonté de discrétion durable. Nicolas Sarkozy a dit le 6 mai au soir qu'il entendait devenir un Français parmi les Français. Bien sûr que ce n'est pas non plus un Français tout à fait comme les autres. C'est un Français engagé, c'est un Français qui observe. On a entendu sans entendre pendant, justement, après le 18 novembre, l'élection à la présidence de l'UMP. Oui, et puis dans ce dossier de l'UMP qui a défrayé la chronique pendant les quelques dernières semaines de 2012, il est parvenu à s'investir sans s'impliquer, s'investir parce que c'est sa famille politique et en même temps s'impliquer parce que c'est pas son rôle. Vous êtes membre des Amis de Nicolas Sarkozy, vous avez fondé la droite forte, on le voit aujourd'hui dans un sondage.
En Côte d'Avenir, il serait... Ah non, mais alors justement, Il c'est serait bien parce que numéro je suis membre de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, c'est bien parce que nous avons porté avec Guillaume Pelletier la motion à droite forte, qui effectivement se dit sarkozyste, que nous respectons cette volonté de discrétion durable de Nicolas Vous avez Sarkozy. bien un avis personnel. Et, bien sûr, mais mon avis personnel, c'est que Nicolas Sarkozy, disons les choses sans langue de bois, on le disait déjà en 2012, mais soyons encore plus sincères en 2013. Bien sûr, mon avis personnel, c'est que Nicolas Sarkozy peut encore avoir un avenir en politique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Français qui le disent dans les sondages d'opinion, qui disent finalement c'est celui qui a la cote d'avenir. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient ce qui se passe avec François Hollande, ils se disent une chose simple, c'est que l'alternance n'était pas l'alternative. Et qu'effectivement, ils regrettent sincèrement l'action de Nicolas Sarkozy. Alors justement, votre motion, la droite forte est arrivée en tête, on le disait tout à l'heure, le 18 novembre dernier. On va revoter en septembre pour un nouveau président. Est-ce qu'il ne faut pas revoter aussi sur les motions? Si on conteste finalement les conditions du scrutin, est-ce qu'il ne faut pas aussi se pencher sur les motions? On peut revoter aussi sur beaucoup d'élections qui ont eu lieu en 2012. Mais soyons sérieux, l'élection des motions d'abord a passionné, contrairement à ce que l'on imaginait. Elle a suscité l'adhésion des militants. Un peu moins après. Ils sont allés voter en très grande majorité. Ils se sont intéressés au débat d'idées et à la ligne politique de l'UMP. Et puis en plus, il n'y a pas eu de contestation interne. Donc je ne vois pas comment on pourrait revoter sur une élection qui n'a pas fait l'objet de contestation interne. Honnêtement, je trouverais ça ubuesque. Il y aura sûrement de nombreux candidats en septembre prochain. Est-ce que vous pensez qu'il faut un candidat de la droite forte? Je crois qu'il faut savoir rester à sa place. Avec Guillaume Pelletier, nous avons porté des idées, nous avons porté un espoir, qui est d'ailleurs l'espoir que les militants attendaient, puisque nous sommes arrivés Donc, largement en tête. Pas de candidat de votre part? Écoutez... pas de candidature pour vous, par exemple? Nous verrons bien, ce n'est pas la question du jour. Mais je crois qu'il faut aussi savoir surtout porter des idées, plus que de vouloir se servir soi-même. Je vous entends. Ce n'est pas la question du jour. En tout cas, cette élection va à nouveau grever les finances d'un parti aux abois, avec cette menace en plus qui pèse sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, qui pourrait coûter 11 millions d'euros supplémentaires au parti. Finalement, aujourd'hui, l'UMP est dans une situation critique. Comment vous allez faire? Vous allez devoir licencier des permanents? Comment vous résoudre cette situation, cette situation? Là, je ne vais pas me substituer au directeur général de l'UMP ni à son trésorier. C'est vrai, il ne faut pas se cacher que toute famille politique qui essuie une défaite électorale pour l'élection la plus structurante de la vie démocratique, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives qui suivent, est forcément dans une difficulté financière. Bon. Voilà, il faut savoir faire des économies un peu partout, exactement comme l'État devrait le faire, et ce que l'État ne fait pas, et je sais que l'UMP saura le faire, mieux que le gouvernement de François Hollande sait le faire, et puis viendra des jours meilleurs. Vous savez, il y a des échéances électorales quasiment chaque année, donc je sais que nous saurons aussi nous relever politiquement, et donc par conséquent financièrement. Vous excluez ce matin de, par exemple, vendre le siège du parti, ce nouveau siège qui a été fait il y a peu de temps? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça c'est pareil pour beaucoup de Français qui nous écoutent, parfois acheter c'est une meilleure solution que de louer et que le remboursement d'emprunt mensuel est parfois moins élevé que le prix d'un loyer. Voilà. Et la trêve. Mais ça, c'est une réflexion globale. La pas une trêve réflexion qui Copé-Fillon, concerne uniquement l'UMP. Vous y croyez, vous, à cette trêve? Oui, j'y crois parce que je crois que ou pas du tout? L'année de l'unité, a dit Jean-François Copé. Oui, mais je crois que grâce à Nicolas Sarkozy, chacun a repris le chemin du dialogue, de la raison et de la sagesse, et que chacun devra continuer, début 2013, à faire un petit effort l'un vers l'autre pour essayer surtout de faire en sorte que ce soit les idées qui portent, qui aient une opposition plus pugnace. Et pour cela, il faut qu'elle soit unie face à cette gauche laxiste, dépensière et archaïque, et surtout en hommage aux militants qui sont allés voter le 18 novembre dernier. Unité, unité, unité doit être le mot central de notre famille politique en 2013. Et bien voilà, vos vœux donc pour cette nouvelle année. Merci Geoffroy Didier d'être venu nous voir sur Radio Classique et Public Sénat. Merci Mickaël Zamès. Et à demain, très bonne journée à tous. Merci.